Alors, bon, je suis en train de chercher les questions, parce que bien sûr, je prépare aucune réponse à l'avance. C'est mieux si c'est spontané. Comme vous pouvez voir, j'ai mon petit plaid, il fait pas chaud. Il fait pas chaud aujourd'hui, hein. J'en suis presque à me dire, je vais faire du feu, quoi. Du feu au mois d'août. C'est n'importe quoi. Alors, bon, j'espère que YouTube va bien m'afficher tous les commentaires, parce que parfois, il y en a qui sont pas forcément affichés. Je vais vérifier aussi dans la partie créateur de YouTube pour être sûr. Mais si voilà votre commentaire si j'ai pas répondu à votre commentaire, c'est que je le vois pas. Je vais essayer de répondre à tous les commentaires sans exception. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me reposer la question dans cette vidéo, reposez votre commentaire et je vous répondrai par message. Sinon, au moment où je ferai le live, ça pourra être aussi un bon moment pour poser ces questions. Alors, on commence. Bonjour, à quel niveau d'autonomie êtes-vous arrivé? Merci et continuez comme ça. Alors, à quel niveau d'autonomie? Ben, comment dire, je dirais qu'on produit à peu près 80% des légumes qu'on consomme. On ne produit pas encore vraiment les fruits qu'on consomme puisque le verger est encore jeune. On produit quoi? On a tout de poulet, hein, bien sûr, depuis cette année. Hein, tout le poulet qu'on va manger dans l'année, ce sera moi qui l'aurai élevé. Et tous nos œufs. Donc, dans la mesure où moi, je mange quasiment pas d'autre viande que du poulet, je suis autonome, on va dire, en protéines, puisque je mange des œufs, du poulet principalement. Le reste, c'est vraiment assez rare. Après, en termes d'autonomie énergétique, on produit la moitié de notre électricité. Au niveau de l'eau, ben, on a ici une pompe, la pompe intérieure du puits qui nous permet de passer toute l'eau de la maison sur l'eau du puits. Si on voulait, on n'aurait plus réellement de facture d'eau, on aurait juste des factures pour l'assainissement. Mais on préfère aujourd'hui continuer à rester sur l'eau de ville. Si c'est nécessaire, on passera sur l'eau du puits. Ensuite, deuxième question. Bonjour Aurélia, merci pour tes vidéos. Ma question, est-ce que tu sèmes des noyaux d'arbres pour de futurs arbres? Alors, oui, j'ai déjà semé des noyaux d'arbres, notamment les pruniers que j'ai au jardin qui font aujourd'hui bien 3 mètres. J'étais partie du pépin. En 2 ans et demi, on a eu des fruits. Pour les pommiers, c'est la même chose, sauf que j'avais semé des pépins de pommes. Ils étaient partis, je les avais plantés et on a eu une grosse gelée. Ensuite, j'ai laissé les poules entrer dans le verger et là, ben voilà, les petits pommiers ont disparu. Ce qui n'est pas étonnant. C'était mon erreur. Maintenant, j'ai pas semé autre chose, donc je peux pas vous dire pour les autres noyaux. Si, j'ai semé des noisettes. J'ai semé des noisettes. Ça, oui, tout autour du terrain, j'ai planté des noisettes. Et j'ai des noisetiers qui ont poussé déjà et qui commencent à grandir. Donc voilà, c'est possible de le faire. Maintenant, quand on veut reproduire ces fruitiers, l'idéal c'est quand même de récupérer vos pépins, vos noyaux, de les mettre dans un sac sous vide au réfrigérateur pendant 1 à 2 mois et ensuite de semer vos graines. Ça vous permettra en fait de créer comme un hiver et les semences en ont besoin. Elles ont besoin d'un hiver, de froid, pour pouvoir ensuite germer au printemps. Quand les chaleurs remontent, c'est le moment, elles se disent « Allez, je vais germer ». Donc si vous pouvez faire ça de façon artificielle en mettant vos semences au réfrigérateur pendant 1 à 2 mois. 1 mois étant le minimum, 2 mois étant l'idéal. Patou, tu vas pas te lécher non-stop pendant que je fais la vidéo quand même. Voilà. Ensuite... Salut Aurélia, d'abord un grand merci pour tes vidéos que je trouve instructives et qu'on ne voit pas ailleurs. C'est vraiment sympa de partager ton expérience. J'aimerais savoir si tu as des livres intéressants à recommander dans le domaine du jardin et du petit élevage, mais en français parce que l'anglais c'est pas évident quand même. En tout cas, continue comme ça, tes vidéos sont super. Alors là, j'avais fait une vidéo justement là-dessus. Alors, voilà, donc... les livres que moi j'utilise, donc je parle bien sûr des livres en français. C'est le vlog 75, livre potager et poules, voilà. Parce que je vais éviter de rebaratiner les mêmes choses que j'ai baratinées durant cette vidéo. Ça évitera que celle-ci dure trop longtemps, parce que déjà je pense qu'elle va durer un bon petit moment. Voilà, donc vlog 75. Bonjour, penses-tu faire d'autres volailles de consommation, autres que les poulets de chair? Continue comme ça, j'adore ta chaîne, depuis que je l'ai découverte, je ne loupe aucune vidéo. Merci à tous d'ailleurs pour vos gentils commentaires, ça fait vraiment plaisir.
Alors, d'autres volailles de consommation, oui, je souhaite faire plus de canards, parce que pour l'instant j'en ai fait que 2 qu'on a mangé. Je souhaite faire vraiment plus de canards et je voudrais faire des dindes et pourquoi pas quelques oies. Donc ça c'est à voir, mais à la saison prochaine, l'année prochaine, je compte bien faire des dindes déjà et faire plus de canards. Voilà. Bonjour, ma question c'est combien de temps par jour tu passes dans ton jardin? Sinon continue comme ça, tes vidéos sont instructives. Alors, combien de temps je passe dans le jardin par jour? Ça dépend. Ça va aller de 2 heures à 4, 5 heures, ça dépend du travail qu'il y a à faire. Maintenant, j'essaie de ne pas y passer trop de temps pour pouvoir passer du temps à faire autre chose. Car quand on fait tout seul, le tout, c'est l'organisation. C'est de ne pas passer 6 heures sur la même chose pour ensuite délaisser les autres choses à faire à côté. Donc, j'essaie de vraiment mettre un timing sur ce que je fais. Je dirais au minimum, j'y passe à peu près, ça dépend. On va parler, on a les récoltes ça prend du temps et c'est 50% du travail quand même, donc les récoltes j'y passe à peu près 3/4 d'heure par jour, à tout bien vérifier, que j'ai tout ramassé et j'essaie de passer 1 heure, 1 heure et demie par jour à entretenir, donc nettoyer les herbes, vérifier les plantes qui ne soient pas attaquées par des parasites et faire des semis, voilà, essayer d'en faire régulièrement. Donc voilà, entre 2 et 4 heures par jour maximum. 4 heures étant vraiment le maximum, et je dirais que quand j'y passe 4 heures, c'est plutôt le dimanche, parce que le dimanche, c'est la journée où je travaille le plus en général. Donc voilà, entre 2 et 4 heures. Petite question, pour les œufs de papillon, les enlevez-vous seulement à la main ou utilisez-vous du savon noir? Est-ce que le voile suffit en général pour éviter ce problème? Alors, si j'ai déjà des chenilles sur mes choux, au moment de la plantation, comme vous avez vu la dernière fois dans la vidéo, je les retire à la main. J'utilise pas de savon noir. Moi, j'ai déjà utilisé par le passé, avant de mettre des voiles, j'ai déjà utilisé de l'infusion très très dosée de verveine, ce qui avait bien réduit la population, je dois dire. Mais en revanche, ça n'a pas vraiment d'impact sur les œufs. Le savon noir, comme c'est encore assez gras, je pense que ça doit être très efficace. Maintenant, il faut en remettre régulièrement parce que si vous en mettez et que 2 heures après il pleut, ben ça va rincer tout ça et je pense qu'il faudra en remettre régulièrement. Clairement pour moi, je vais prendre une position un peu plus confort, voilà. Clairement pour moi, l'idéal, ça reste le voile anti-insectes. C'est ce qui demande le moins de travail et c'est ce qui sera le plus efficace. Le tout, bien sûr, c'est de l'installer au bon moment, de ne pas faire ça en plein soleil quand vous voyez qu'il y a des papillons partout autour de vous. C'est pas du tout le moment d'installer le voile. Si vous piégez des papillons en dessous, ça va être pire que tout. Mais oui, pour moi, clairement, la solution pour les chenilles sur les choux, c'est le voile. Alors ensuite, salut, penses-tu prendre des ruches? Quel est ton budget course pour le mois et que mets-tu en place pour le réduire si c'est le cas? Alors, mon budget course pour le mois, je sais pas exactement. Enfin, ces derniers temps, le budget course, il a pris quand même 40% de son prix. Hein. Ça, c'est l'inflation. Depuis le Covid, il y a une énorme inflation. Ça a grimpé en flèche, donc je dois dire que c'est vrai qu'on sort très souvent du magasin, on en a eu pour 130 €, on regarde ce qu'on a dans le caddie, on n'a rien. Mais le budget course pour le mois, je dirais que contrairement à la majorité des gens qui cultivent pas leurs légumes, qui élèvent pas leurs animaux, je pense qu'on est à 30% de ce que eux ils doivent payer pour avoir de la viande, des œufs, etc. Majoritairement, ce que moi je vais acheter dans le commerce, ça va être le sucre, la farine, quoi d'autre, le lait, ce genre de choses. Après, je fais mes yaourts, je fais mon pain, je fais tous les desserts, on cultive les légumes, on élève nos poulets, on a nos œufs. Donc oui, je pense qu'on est à 30% à peu près de facture comparé à une famille classique qui n'aura pas de potager ni d'élevage. Après, c'est pas des chiffres exacts, hein, je vous dis ça comme ça parce que j'ai jamais vraiment fait le calcul. Je sais juste que si je devais acheter dans le commerce tout ce qu'on consomme, je suis pas sûre qu'on pourrait le faire en fait. Je suis pas sûre que ce serait possible. Et surtout, c'est une question aussi de qu'est-ce qu'on consomme. Voilà. Parce que je peux pas faire la comparaison entre le poulet que j'ai au jardin et que j'élève et un poulet qui viendrait d'un supermarché. Ce serait incomparable.
Et est-ce que je pense prendre des ruches? Alors oui. Ma belle-sœur d'ailleurs est apicultrice, donc je compte bien prendre des ruches, mais d'abord avant ça, il faudra que j'aille avec elle, voir ses ruches, passer un peu de temps et apprendre d'elle évidemment, parce que je compte pas me lancer sans rien savoir. Mais oui, je compte bien prendre des ruches à un moment donné, évidemment. Bonsoir, combien de mètres carrés de terrain avez-vous? Alors, 2000 mètres carrés seulement, c'est pas grand, hein. Comme quoi, vous voyez, on peut faire vraiment sur une petite surface, enfin petite, tout est relatif, il y a plus petit bien sûr, mais c'est pas énorme, sachant que la maison fait à peu près 170, 180 mètres carrés, donc vous enlevez ça à la surface du terrain en plus. Voilà, le terrain est pas si grand, mais on arrive à faire quand même pas mal de choses sur une petite surface. Bonjour, juste une question. À quel moment on voit que les carottes sont prêtes à être récoltées? Alors, pour les carottes, c'est pas compliqué. Quand la racine commence à avoir une bonne taille et à être prête à être récoltée, normalement, vous devez voir le haut de la racine qui commence à dépasser de la terre. Parfois, c'est pas le cas. Donc, si vous n'êtes pas sûr, il suffit de gratter autour de la racine en surface et de regarder la largeur de la racine. En général, ça va être la longueur qui va se développer en premier, puis ensuite, elle va prendre en largeur. Donc, si la racine de votre carotte est déjà assez large, sachez qu'elle ne prendra pas plus en longueur, elle ne poussera pas forcément plus, donc c'est le bon moment de récolter. Après, pour les carottes, vous pouvez les récolter à tout moment. Si vous voulez des toutes petites carottes fines et que vous allez manger entières, vous pouvez les récolter jeunes. En général, quand moi je plante mes carottes en février, je fais mon semis de carottes, à partir de juillet, je peux les récolter. Après, les carottes, vous pouvez très bien les laisser en terre et les récolter au fur et à mesure des besoins. Il n'y a pas de problème, elles pourront passer l'hiver en terre. Le seul risque, c'est que des vers viennent creuser des galeries à l'intérieur de vos carottes. Ça, c'est un risque. C'est pour ça que moi, je préfère toutes les retirer du sol. De toute façon, en hiver, j'ai les poules au potager, donc je ne pourrai pas les laisser. Alors, voilà pour les carottes. Ensuite... En plus de ton potager poulailler, est-ce que tu travailles? Si oui, est-ce que tu es à temps plein? Et comment fais-tu pour t'organiser? Car moi, je travaille à temps plein, j'ai un potager, j'ai dû arrêter les légumes d'hiver ainsi que les conserves, car plus de temps est très épuisé. Alors, non, mon travail, c'est ça. Si je travaillais à temps plein, ce serait pas possible, en fait. Si je prends déjà en considération... sans prendre le potager et le poulailler en considération, hein. Juste, on va parler de la chaîne YouTube, par exemple. La chaîne YouTube, c'est 5 heures tous les 3 jours. Entre filmer, faire le montage de la vidéo, mettre en ligne, c'est à peu près 5 heures tous les 3 jours. Sachant que je mets en ligne 10 vidéos par mois, ça nous fait quand même 50 heures par mois, juste pour la chaîne YouTube. À côté de ça, j'ai le Patreon, et sur Patreon, les gens me contactent car ils ont un souci. En général, ils ont besoin de conseils, ils veulent savoir comment moi je ferais dans une situation ou une autre. Et donc, tous les jours, première chose que j'essaie de faire après m'être occupée des animaux le matin, c'est d'aller sur Patreon, de répondre aux messages des gens sur Patreon, ensuite d'aller répondre aux emails et j'essaie de répondre aux commentaires sur YouTube, mais ça je le fais tous les 2-3 jours, pas plus. Donc je passe en plus tous les matins entre 3/4 d'heure et 2 heures sur Patreon pour répondre aux gens. J'écris aussi les articles, ça prend quand même pas mal de temps. Je dois dire que c'est plus long au final que faire les vidéos. Voilà, pour le contenu que ça donne, hein, c'est quand même plus long. Donc je pense que oui, je suis à peu près à 5, 15, je dois être à peu près à 25 heures par semaine juste pour YouTube, Patreon et les réseaux sociaux, donc j'essaie de répondre aux gens. À côté de ça, le jardin, les volailles et la maison, trouver notre propriété puisqu'on est en recherche. Voilà, tout ça, ça prend du temps. Si je travaillais à temps plein, je pourrais pas. Mais toi, en travaillant à temps plein, voilà, tu as pas le temps pour le potager d'hiver, c'est pas grave. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Par contre, si tu as des enfants, les enfants peuvent aider. Les enfants, c'est des bras, des jambes, un cerveau, et ils peuvent très bien aider. Et si on leur apprend bien, en général, ils deviennent assez efficaces. Donc, faut pas hésiter à mettre les enfants au travail. En plus, je tiens à préciser qu'au niveau des finances, on est plus rentable si je ne vais pas travailler que si je vais travailler. En allant travailler, on a les frais d'essence, d'assurance, d'entretien de véhicule, le temps passé sur la route, qui n'est pas rémunéré, jamais, enfin, pas en tant que salarié en tout cas,
plus les journées de perdu, parce que moi je vois ça comme du temps de perdu, où je peux pas m'occuper du reste. Au final, en faisant les plus et les moins, beaucoup plus rentable en restant à la maison qu'en allant travailler tous les jours. Beaucoup plus rentable. On va passer à la question suivante. Bonjour, je vois que tu as une très belle piscine. Quand est-ce que tu nous fais une traversée? Ça nous changerait du jardin et des volailles. Ouais, mais c'est pas prévu, je vais pas me filmer dans la piscine. Non, je trouve ce serait pas très intéressant. Alors, tu sembles avoir plein d'idées pour les figues, je veux bien que tu développes car j'adore ce fruit aussi, mais je manque d'idées et comment les conserves-tu? Alors pour les figues, moi j'adore les confitures. La confiture de figues, je trouve ça excellent, sachant que ma confiture, je la fais avec peu de sucre et je la conserve au réfrigérateur, tout simplement. Ça évite d'avoir ces confitures ultra sucrées dont on perd un peu le goût quand même des fruits. Donc je les sucre peu, je mets la moitié de ce qui est normalement nécessaire en sucre dans une confiture et je les stocke au réfrigérateur pendant des mois, il n'y a pas de problème, ça se conserve très très bien. Sinon, les figues en tarte, c'est très bon. Ou on peut aussi, ce que j'aime bien, c'est faire sécher les figues au four à très basse température. Vous les faites sécher et ensuite je les coupe en tout petits morceaux et en petits dés. Et j'incorpore ça dans ma pâte à pain au levain. C'est excellent, excellent. Du pain aux figues, c'est vraiment excellent. Je vous conseille. Après, sinon, j'ai pas trop d'autres compotes. On peut très bien en faire de la compote aussi, les figues. Voilà. Après, j'ai pas trop d'autres idées. Et peut-être à voir s'il est possible de faire des figues au sirop. Je pense que oui, puisque c'est dans du sucre, forcément ça se conservera. Faire des fruits au sirop, stériliser et ensuite mettre dans les placards pour l'hiver. Allez, question suivante. Bonjour, question pour ta vidéo. En gros, ma poule couvait 9 œufs et un seul poussin est né. Pour l'instant. Ils étaient tous fécondés, je pense qu'ils sont morts dans l'œuf. Cela t'est-il déjà arrivé? Alors oui, cela m'est déjà arrivé, bien sûr. Mort dans l'œuf, ça peut être un problème d'humidité, s'il n'y a pas assez d'humidité, ou s'il n'y a pas assez de chaleur aussi. Si la poule n'a pas été assez assidue à rester sur son nid, que les œufs ont pris froid, qu'elle est partie trop longtemps ou qu'elle n'a pas réussi à conserver une bonne humidité. En général, c'est l'humidité qui est plus problématique là-dedans. Il peut y avoir aussi la possibilité que le poussin qui se développe dans l'œuf soit trop gros pour la coquille et donc ne puisse plus continuer son développement. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous avez ouvert les œufs pour faire une petite autopsie et voir à quel stade de développement ça s'est arrêté? C'est important de voir ça. Pour savoir si effectivement le poussin ne se serait pas retrouvé coincé dans la coquille et mort dû au manque d'oxygène. Ce qui aurait été bien de regarder, c'est la taille de la poche d'air. Si la poche d'air est trop grande, ça ne va pas. Si la poche d'air est trop petite, ça ne va pas. La poche d'air, elle doit représenter pas plus de 30% de la coquille. Donc on va avoir l'œuf. Je vais chercher un œuf, attendez. Alors là, il y a l'œuf. La poche d'air, elle se situe ici, au niveau du cul de l'œuf. Et donc la poche d'air, elle doit arriver à peu près là. À peu près là, pas plus. Si la poche d'air n'a pas la bonne taille, en fait, le poussin ne pourra pas être oxygéné correctement. Si la poche d'air est trop grande, le poussin n'aura pas assez de place. Si la poche d'air est trop petite, le poussin n'aura pas assez d'oxygène. Alors, vas-tu commencer un petit élevage de cailles? Non, pas vraiment. Le couvreur m'avait offert des cailles lors de ma dernière commande. Et je les avais installées dans un poulailler mobile. Je l'ai déplacé un matin. Il y avait un tout petit trou. Elles ont réussi à sortir. J'avais pas fait attention, donc c'est vraiment de ma faute. Elles ont réussi à sortir et aujourd'hui, j'en vois 2. Il y en avait 4. J'en vois 2 qui reviennent régulièrement et qui se promènent dans le jardin, qui récupèrent quelques graines par-ci par-là et qui boivent de l'eau dans les abreuvoirs. J'ai essayé de les attraper, mais honnêtement, c'est trop rapide. C'est pas la peine. Elles sont tellement rapides, je me dis, bon, bah, si elles survivent comme ça, tant mieux pour elles. Mais les cailles, effectivement, ça m'intéresse pas des masses parce que ce que m'avait dit mon frère, les cailles, c'est bien, mais quand tu en manges, bah, t'as toujours la dalle. Moi, les cailles, ça m'intéresse pas trop pour l'instant. Je préférerais faire des dindes, faire des oies, faire des canards. Mais à voir, maintenant, je suis pas fermée à cette option, peut-être dans l'avenir. Salut, j'espère que tu te portes bien ainsi que tes proches. Oui, merci, on se porte tous bien. Alors, j'ai quelques questions. 1. Chasses-tu? Sinon, penses-tu t'y mettre ou pas? Non, je ne chasse pas.
j'élève mes animaux, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller chasser en fait. Voilà, j'ai du respect pour les chasseurs. Ceux qui mangent ce qu'ils chassent, évidemment, parce que il y en a qui chassent juste pour le plaisir, et ça, je comprends pas. Qu'on se nourrisse de ce qu'on chasse, c'est tout à fait louable. Qu'on chasse seulement pour chasser, ça, c'est pas le cas. Par contre, non, je pense pas m'y mettre un jour, vraiment pas. Ça m'intéresse pas des masses, c'est pas quelque chose qui me plairait. Je pense pas. Vends-tu des œufs ou des poulets de chair? Alors les œufs, oui, j'en vendais quand là on a moins de poules pondeuses, donc je vends plus d'œufs. Mais quand j'avais 14 poules pondeuses, pour nous deux, bien sûr, j'avais beaucoup trop d'œufs, donc j'en vendais aux amis, à la famille, aux voisins. Sachez que c'est tout à fait légal de vendre les œufs de vos poules pondeuses si vous vendez vos œufs sur votre propriété. Vous n'avez pas le droit de les déplacer pour les amener à quelqu'un. Cette personne doit venir à vous et à ce moment-là, tant qu'elle achète les œufs à l'endroit où les poules sont élevées et où les œufs sont pondus, c'est tout à fait légal. Pareil pour les légumes du potager, mais le potager apparemment ne doit pas faire plus de 400 mètres carrés et il doit être sur le terrain attenant à la propriété où vous vivez. Voilà, donc il est légal de vendre les légumes de son potager, de vendre ses œufs. Les poulets de chair, non, c'est illégal de vendre de la viande si vous n'êtes pas répertorié comme entreprise, si vous n'avez pas eu tous les contrôles sanitaires qui sont nécessaires. Et la viande ne doit pas être vendue congelée, si je ne me trompe pas en plus. Elle doit être vendue fraîche. En tout cas, moi, je ne vois pas l'intérêt de vendre mes poulets, car si je les vendais, il faudrait que je les vende 20 €, 25 € le poulet, pour que ce soit rentable au point que ça en vaille la peine. Sinon, autant que nous, on les mange. Donc non, je ne vends pas les poulets de chair, déjà parce que c'est pas légal, ensuite parce que ça n'a pas d'intérêt vraiment financier pour moi. Je préfère qu'on les garde et qu'on les mange. Et à ce moment-là, offrir quelques poulets à des amis. Même si les offrir, c'est aussi illégal, sachez-le. Alors, que pensent tes proches de ce que tu fais? Te soutiennent-ils ou au contraire n'approuvent pas ou ça leur est égal? Alors, je dirais que c'est entre ça leur est égal et ils me soutiennent, mais ils me prennent pour une folle. Voilà, je suis folle. Pour eux, je suis folle. Je suis la folle aux poules. C'est d'ailleurs, c'est ça, hein, puisqu'ils m'entendent parler à mes poules, parler à mes canards, faire des coins-coins. Enfin oui, ils me prennent pour une folle et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à voir nos proches qui font... S'ils font pas la même chose que nous, forcément, ils ont du mal à comprendre. Mais l'avantage, c'est qu'avec YouTube, on se sent un peu moins seul parce que moi, j'ai cette chaîne et je vous ai vous et vous êtes tous aussi fous que moi, donc ça va, je suis rassurée. Alors... Bonsoir, comptes-tu adopter des cochons et où as-tu acheté ta serre? Alors oui, je compte adopter des cochons, j'attends de trouver un bon éleveur. Voilà, je ne veux pas me précipiter, surtout avec l'expérience que j'ai eue, voilà, des cochons qui étaient à donner. Pour ceux qui ont suivi tous les vlogs, vous savez ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà, je veux être sûre de trouver un bon éleveur et d'avoir des cochons qui soient très jeunes, soit à peine sevrés en fait, pour qu'ils s'habituent vraiment à moi et que ça rende la chose plus facile. Ensuite, où as-tu acheté ta serre? Alors la serre, c'est donc j'imagine la grande serre, celle-là elle vient du site Serre en Direct. Si vous passez commande, sachez que les serres ne sont pas prêtes à être expédiées, ils les préparent à la commande. Donc il y a entre le moment où vous passez commande et le moment de la livraison, il y a quand même 3 semaines qui se passent. Voilà. Si c'était pour mon autre serre, la petite en bois, celle-là c'est Renaud qui l'a faite. Hein. Donc on ne l'a pas achetée. Hello, est-ce que tu as calculé la quantité de grains que tu donnes aux poules pondeuses par jour? Pour la fermentation, est-ce que tu enlèves la mousse qu'il y a en surface avant de les nourrir? As-tu une idée pour éloigner les autres oiseaux des mangeoires des poules? Alors, calculer la quantité de grains qu'on donne aux pondeuses par jour, bah pas vraiment. Normalement, moi je fais un peu à l'œil maintenant, je sais ce qu'elles mangent. En fonction du nombre de poules que j'ai, je sais à peu près la quantité que je dois leur donner. Elles ont en plus le snack de l'après-midi, donc du fait qu'elles mangent aussi les légumes du potager, les restes de cuisine, je réduis la quantité de grains évidemment. On part normalement sur à peu près 120 grammes de grains par poule et par jour. Sachant que si on fait fermenter ces graines, on peut réduire la quantité de 30% puisque grâce à la fermentation, les graines deviennent beaucoup plus digestes et la poule peut récupérer bien plus de nutriments. Donc on peut abaisser la ration d'à peu près 30%. Moi ce que je conseille au départ, c'est d'abaisser la ration de 20%. Donc je commence par réduire de 20% et ensuite je vois si je peux encore réduire. C'est simple, hein. Vos poules, vous leur donnez à manger le matin, elles se lèvent, elles se jettent sur les mangeoires.
Si dans les 2-3 heures, il y a encore du grain, c'est qu'elles en ont trop eu. Et est-ce que je retire la mousse qui est en surface avant de nourrir les poules? Oui, je retire la mousse, même si honnêtement, c'est pas forcément obligatoire puisque ça va pas intoxiquer les poules. Vu que ça a été oxydé par l'air, ça détruit en fait les bactéries. J'ai dit oxydé ou intoxiqué? Oxydé, j'ai dit oxydé, oui c'est bien ça. Une idée pour éloigner les autres oiseaux des mangeoires des poules. Bien là, des mangeoires qui soient protégés avec un chapeau par-dessus, quelque chose qui les protège et qui soit assez bas où les poules aient besoin de baisser la tête et de la passer en dessous. Les oiseaux, s'ils n'ont pas une vue plongeante sur vos graines, de loin, il y a moins de chances qu'ils viennent s'y attaquer. Qu'est-ce que tu veux essayer l'année prochaine en plantes potagères? Alors, je vais déjà réessayer tout ce qui a été un échec cette année, bien évidemment. Alors cette année, les pastèques ont été un échec, mais ça je m'en doutais un peu puisque je sais que je les ai plantées dans un sol qui n'était pas du tout riche et elles sont de l'autre côté de la serre, donc elles ne reçoivent pas assez de lumière. Donc l'année prochaine, j'aimerais bien avoir une récolte de pastèques qui soit comme celle de l'an passé. L'an passé, on a mangé de la pastèque une bonne partie de l'hiver. Ensuite, faire du melon aussi, j'aimerais bien. Renaud voudrait des melons. Et qu'est-ce que tu changerais dans tes méthodes de culture par rapport à cette année? Ah oui, j'aimerais aussi essayer de faire un peu d'aubergines. J'en ai fait les premières années, mais on en mange peu. Mais j'aimerais quand même refaire quelques aubergines l'année prochaine. Et qu'est-ce que je changerais dans mes méthodes de culture par rapport à cette année? Alors, déjà, l'année prochaine, je vais ajouter des arrosages au goutte à goutte dans les serres pour éviter de devoir circuler en permanence dedans, ce qui à chaque fois provoque des branches cassées sur les plantes, c'est pas top. Ça demande du temps, ça demande plus de temps, plus de travail. Et au goutte à goutte, au moins, je suis sûre que les feuilles ne seront pas du tout arrosées dans les serres et qu'on n'aura quasiment aucune chance de développement de maladie. Par rapport aussi au potager à légumes, feuilles et racines, donc c'est celui que je ne paille pas, que je ne couvre pas. Je le couvre pas simplement parce que si je le faisais avec du paillage, j'aurais déjà avec du foin beaucoup d'herbes qui se développent et en plus beaucoup de limaces. Ici on a une très forte pression avec les limaces et les escargots, donc j'évite de couvrir le sol, mais je vais quand même l'année prochaine je pense utiliser beaucoup plus les bâches. Aussi pour le chou kale, pourquoi le congeler? Alors je le congèle en cette saison parce que c'est l'été, il n'y a pas de gelée et le chou kale est toujours plus doux et meilleur s'il a pris des gelées. Donc comme on n'en avait plus à manger, j'en ai cultivé en début de saison, il n'a pas pris les gelées, donc il est quand même assez fort si on le cuisine immédiatement comme ça. Alors je préfère le mettre au congélateur pour adoucir le goût. On le préfère comme ça. Bonjour Aurélie, est-ce que tu connais une autre méthode que de couper les plumes des ailes des volailles pour empêcher de survoler la clôture de l'enclos? Malgré le fait que je leur ai taillé les ailes, ces dames arrivent toutes à survoler la clôture, de ce fait s'aventurer là où il ne faut pas. Et ce, même si elles font plus de 4 kilos. Alors, oui, il y a certaines poules, même si c'est des races lourdes, elles vont être capables de survoler la clôture. Moi, j'ai mon coq qui est quand même un beau coq de belle taille. Lui, il arrive à survoler toutes les clôtures, puisqu'il a été habitué comme ça. C'est le problème que j'ai, c'est que je ne l'ai pas élevé depuis petit. C'est un ami qui me l'a donné, et cet ami mettait des clôtures de plus de 2 mètres de haut, dans des enclos assez petits. Donc, bien sûr, ces volailles cherchaient à s'enfuir, et avaient toutes pris l'habitude de survoler les enclos. Maintenant, moi, je dois dire que mes poules, celles que j'ai élevées ici depuis le début, ne survolent pas les clôtures parce qu'elles n'ont pas pris l'habitude. Je pense que c'est aussi une question d'habitude. Alors, leur couper les ailes, si ça ne fonctionne pas, ce qu'on peut faire, c'est ne couper qu'une aile. Si on coupe qu'une aile, elle va pouvoir s'envoler, mais elle va s'envoler et elle va tourner en rond en fait. Et ça risque de la déséquilibrer suffisamment pour éviter qu'elle saute la clôture. Maintenant, si elle saute vraiment les clôtures, la question c'est quel type de clôture on parle. Est-ce qu'on parle d'un grillage fixe ou est-ce qu'on parle d'un filet mobile comme j'utilise? Car les clôtures mobiles comme j'utilise, du fait que c'est pas fixe, que ça bouge, les poules, quand elles regardent le filet, ça trouble leur vision. Et donc, ça les incite moins à sauter la clôture puisqu'elles ont l'impression de ne pas vraiment voir ce qu'il y a derrière. Après, si la clôture reste toujours à la même place, c'est la clôture mobile, hein, j'entends, si elle reste toujours à la même place, elles vont finir par la sauter. Donc l'idéal, c'est de déplacer la clôture régulièrement. S'il y a du changement, elles seront moins enclins à essayer de sortir. Maintenant, c'est pas toujours possible.
Avec des poules de race lourde, je pense qu'il faudrait essayer de couper une seule aile pour voir déjà si ça provoque vraiment un déséquilibre dans l'envol et que ça les empêche de quitter l'enclos. Bonjour, allez-vous agrandir votre petite ferme, plus de canards, oies, cailles, poules et peut-être d'autres animaux et allez-vous consommer vos oies et canards? Merci pour vos partages. Alors oui, je compte prendre plus d'animaux, ça bien évidemment, j'ai déjà dit avant. D'autres animaux, déjà des cochons. Et est-ce que je vais consommer mes oies et mes canards? Alors, les 2 oies que j'ai aujourd'hui, non. Je pense pas me tromper en disant que j'ai un mâle et une femelle. Ce qui sera assez logique que le couvoir m'envoie un mâle et une femelle. Donc, si eux me donnent des petits oisons, on les mangera. Sinon, je commanderai des oisons en même temps que je commanderai des poulets de chair, et comme ça, je pourrais les élever ensemble et préparer les oies. Les canards, c'est ceux que j'ai aujourd'hui. Les 5 canards que j'ai aujourd'hui, ce sont mes canards d'élevage. Je les garde, c'est mes canards de compagnie, disons. Par contre, je vais reproduire à nouveau des canards dans l'hiver, je vais mettre des œufs en couveuse, et ceux-là seront pour la consommation. Je voudrais savoir si c'était obligé de donner du grit aux poussins tout le temps. Alors, ça dépend quel type d'élevage en fait. Si vous élevez les poussins pour que ce soit de futures pondeuses, pas pour les manger, non, pas forcément. Vous pouvez leur en donner de temps en temps. Si en plus ils sont dans un terrain où ils peuvent trouver des petits cailloux dans le sol, la maman, s'ils sont élevés avec leur maman, elle va les trouver pour eux. C'est pas forcément obligatoire. Par contre, pour les poulets de chair, pour les poussins de chair, là, je vous conseille vraiment de mettre du grit car on voit une très grosse différence en termes de poids à la fin entre des poulets qui ont été élevés avec grit et des poulets qui ont été élevés sans grit, puisque c'est logique, le grit va permettre une meilleure digestion, donc une meilleure assimilation des nutriments et forcément les poules vont produire plus de chair. Mais je conseille quand même de mettre un minimum de grit car si vos poussins sont en liberté, mangent des brins d'herbe un peu longs, ils n'auront rien dans le jabot qui les aidera à casser, à broyer ces brins d'herbe et ils peuvent faire une obstruction du jabot. Bonsoir Aurélia, j'aime toujours autant ta chaîne, je te suis depuis l'année dernière et suis accro à tes poulettes et tes canards. Petite question artistique, est-ce que les jolies musiques que tu utilises dans tes vlogs sont les créations de Renaud? Non, pas du tout. Produire de la musique c'est long, ça prend quand même pas mal de temps, Renaud n'a pas le temps de s'occuper de ça. Peut-être qu'il fera une musique de générique qui me sera propre et qui sera pour moi, puisque ce ne sera pas libre de droit, personne pourra l'utiliser, ce sera Renaud qui l'aura produit, mais hormis une musique de générique, il ne fera pas de musique pour mes vidéos. Il n'a pas le temps, Renaud, lui, il travaille en permanence pour ramener l'argent nécessaire pour payer les factures. Donc il ne peut pas se permettre de passer des heures et des heures à produire de la musique pour moi. Je ne peux pas le lui demander. J'ai 2 questions. La première, comment tu fais pour avoir des grands tournesols? Et la deuxième, comment tu fais pour ne pas avoir le mildiou? J'ai été très déçue à cause du mildiou, merci d'avance. Cette année, tout le monde a eu du mildiou. Tout le monde. Il n'y a quasiment personne qui n'y est pas passé. Moi, mes tomates en extérieur ont toutes eu le mildiou, elles sont mortes. Mais le fait est que j'ai la serre dans laquelle je cultive les tomates. Et là, il n'y a aucun risque de mildiou puisque forcément, la serre protège de l'humidité et des pluies. On a eu un printemps et un été extrêmement pluvieux. Donc cette année, tout le monde est déçu à cause du mildiou cette année. Tu n'es pas seul dans ton cas. Donc c'est juste, il ne faut pas se décourager. Il faut recommencer. Quand c'est un échec, on recommence et c'est parfois une réussite par la suite. Là, c'est vraiment le climat. C'est pas forcément quelque chose que tu as fait ou pas fait. C'est vraiment une histoire de climat et on a tous eu le même problème cette année. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, pendant longtemps, avoir des serres dans son terrain, c'était un peu un luxe quand on cultive ses légumes. Aujourd'hui, c'est plus un luxe, c'est une nécessité. On ne peut pas se fier au temps, donc on ne peut pas être sûr d'avoir des récoltes. Une serre nous assure quand même bien plus de récoltes et moins de problèmes en termes de maladies. Comment je fais pour avoir de grands tournesols? Ah ben là, c'est juste une question de qualité du sol. Si le sol est riche, s'il est très meuble, en profondeur, parce que les tournesols vont quand même avoir des racines qui vont descendre en profondeur. Parfois, à la fin de la saison, j'arrive même pas à les arracher tellement elles sont enracinées. Donc, je coupe à la base, parce que j'aime bien les retirer. En général, il y a plein de petits insectes sur les racines, et je donne ça aux poules, et elles se font un régal.
mais quand ils sont trop développés, je peux même pas les retirer du sol. Donc pour avoir de grands tournesols, eh bien, il faut avoir un sol riche, un sol meuble en profondeur et surtout de bons arrosages parce que les tournesols ont besoin d'eau quand même. PS, pourquoi tu n'as pas de lapin ou de pigeon? Parce que pour l'instant ça m'intéresse pas. Alors les pigeons, je sais pas si un jour ça m'intéressera. Les lapins peut-être dans l'avenir, mais pour l'instant voilà, je préfère me concentrer sur les volailles, oies, dindes, canards, poules. Et ajouter petit à petit plus tard, pourquoi pas, mais d'abord me concentrer là-dessus, avoir suffisamment de viande. Ah, les travaux ont commencé à côté. Avoir suffisamment de viande et ensuite, pourquoi pas faire des lapins, mais c'est vrai qu'on n'en consomme pas. On consomme jamais de lapins, donc j'ai pas trop d'intérêt à me lancer dans ce genre d'élevage pour le moment. Coucou Aurélia, comptez-vous avoir des enfants avec Renaud? Non, c'est pas du tout au programme, voilà. On n'est pas du tout sûr de ce qui va se passer dans l'avenir, enfin, on est sûr que les choses vont être de plus en plus difficiles, que ça va se resserrer de plus en plus. Donc non, avoir des enfants, ça fait pas du tout partie des projets. En plus, j'ai 31 ans, je suis pas du tout prête. Peut-être à 45 ans, je serai prête. C'est ce que j'ai dit à Renaud. Je lui ai dit peut-être dans 15 ans, je serai prête. Mais d'ici là, je serai périmée. Ce qui n'est pas un problème parce qu'au final, j'ai pas du tout envie d'avoir des enfants. Par contre, être famille d'accueil et pourquoi pas après adopter des enfants, oui, ça me parle. Bonjour, je souhaiterais des conseils, des idées pour un jardin d'hiver sans serre. Je suis en Franche-Comté à Besançon et oui, pas loin de tes beaux-parents, merci d'avance. Alors sans serre, ce sera tout simplement sous voile d'hivernage. Pour les voiles d'hivernage, il faudra regarder l'épaisseur de vos voiles parce qu'on a différents types d'épaisseurs. Mais si plus l'épaisseur est importante, moins vous avez de chances que les gelées touchent vos plantes en dessous. Par contre, si l'épaisseur est trop importante, l'eau ne passera pas à travers les voiles. Donc il faudra arroser, enlever les voiles pour arroser. Sachant qu'à Besançon, donc en plein hiver, je pense qu'il va y avoir, il n'y aura pas besoin de découvrir la journée et de recouvrir le soir, puisque je pense pas que les températures monteront autant que chez nous en Gironde. Et donc en fonction de l'épaisseur du voile, si c'est un voile assez fin, à ce moment-là, il faudra mettre 2 couches de voile. Surtout une chose, ne jamais avoir le voile qui touche les feuilles de vos plantes, car avec l'humidité, le gel, vos plantes vont geler quand même. Donc il faut que le voile soit bien au-dessus des plants et que les plants ne les touchent pas, évidemment. Pour ça, il faudra des arceaux assez grands. Vous en trouverez chez Jardiland, ils font des arceaux qui sont assez grands et qui sont pas chers à l'unité. Après, en légumes d'hiver, vous allez avoir les brocolis, vous allez avoir tous les choux. Vous allez avoir les côtes de blettes, la roquette, la mâche. Vous pouvez même semer du persil, ça va pousser, il n'y a pas de problème. Enfin, nous ici, en tout cas, le persil, ça pousse. Mais je pense que ça peut pousser aussi à Besançon. Y a énormément de légumes que vous pouvez planter en hiver. Et voilà, c'est pas Besançon, c'est pas l'Alaska. Donc c'est l'avantage. Si on peut le planter chez nous en Gironde, on peut le planter aussi en Franche-Comté, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'avais fait le calcul. Il y a au moins une quinzaine de légumes que l'on peut cultiver en hiver. Et qui vont pousser et qui donneront sans problème. Bonjour, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des poules, des canards et un potager? Alors, c'est de fil en aiguille. Hein. Ma belle-mère m'a apporté quelques plants de tomates. L'année d'après, j'ai fait un potager. L'année suivante, j'ai voulu des poules. C'est exponentiel. Quand on commence, on a du mal à s'arrêter. On a envie de faire toujours plus. Je suis pas la seule dans cette situation et c'est pour ça que souvent on finit par se laisser un peu déborder par beaucoup de choses parce qu'on a envie de tout faire. Mais ce qui m'a donné réellement envie, c'était vraiment par hasard, c'est le fait que ma belle-mère m'ait apporté des tomates. Si elle n'avait pas fait ça, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais pas de jardin, je sais pas. Mais au fond, je pense que je l'aurais quand même fait puisque ça fait 10 ans qu'avec Renaud, on sait que les choses vont devenir très, très glissantes en France, que ça va se resserrer, que l'inflation va devenir insupportable à un point que les gens pourront bientôt plus se nourrir. Donc c'était d'une évidence qu'il allait falloir en passer par là si on voulait avoir une vie un minimum confortable. Quelles sont tes variétés de tomates et poivrons? Alors pour les poivrons, j'ai pris le Pimento Super Red. Donc celui-là, c'est le poivron qui deviendra rouge. Et j'ai pris des poivrons qui deviennent jaunes à maturité. Et ceux-là, c'est la variété, voilà, Kevin's Early Orange. Pour les tomates, alors
J'ai pris de la tomate ananas, mais c'est pas la variété ananas, c'est la Hawaiian Pineapple. J'ai pris, que je trouve d'ailleurs moins bien que l'ananas, car ce que je constate, c'est que si je les récolte à totale maturité, elles ont déjà commencé à pourrir. Et seulement sur les tomates ananas. Par contre, toutes les autres variétés que je faisais, tomates ananas classiques les autres années, j'ai jamais eu ce souci, donc je me demande si c'est la variété ou si c'est mon sol, ou peut-être comment je m'occupe des tomates, à savoir. Je pense pas en refaire de celle-là l'année prochaine, je pense que je referai de l'ananas classique. Celle-ci était un peu plus précoce, c'est pour ça que je l'ai choisie. Ensuite, j'ai fait de la Oregon Spring. C'est une tomate rouge classique. Oregon Spring, elle est très bien, elle produit en grande quantité. Elle est très précoce aussi. C'est la variété qui a donné en premier cette année. Et elles ont très bon goût. Et la potager de Wildort, voilà, que vous devez tous connaître. Et après pour les tomates cerises, je sais plus quelle variété c'est. Ce que je peux dire, c'est que j'ai pris de la tomate cerise rouge, de la tomate cerise orange. Tomate cerise orange, c'est pas tout à fait ça, parce que ça donne vraiment en toute petite quantité. Je n'en referai pas. Par contre, la prochaine fois, l'année prochaine, je vais pas hésiter à refaire de la tomate cerise poire jaune. Je trouve qu'elle est excellente, elle a déjà un bon goût. Elle donne en quantité astronomique, c'est dingue. J'ai jamais eu de plant de tomate qui donne autant que celle-ci. Et de plus, les canards l'adorent. Alors cette année, je n'en avais pas fait car on en a eu tellement les années précédentes qu'on a un peu overdosé. Mais l'année prochaine, je vais en refaire sans hésiter. Bonjour, j'ai de l'odium sur mes potimarrons. À quel moment je dois les récolter? Merci de votre réponse. Normalement, on récolte tout ce qui est courge quand on voit que le pédoncule commence à sécher. Le pédoncule, c'est donc la tige qui se rattache aux fruits. Maintenant, si vos plants sont morts, sont vraiment morts, je vous conseille de récolter, si vous trouvez qu'ils ont l'air déjà assez mûrs, vos fruits, de les récolter et de les mettre dans un endroit où il y a de la lumière. Sachez que les courges se conservent à la lumière. Plein de gens m'ont dit « Oh mince, mes courges, elles ont pourri en un mois, je les avais stockées dans ma cave. » On ne stocke pas les courges en cave, les courges ont besoin de lumière pour pas pourrir. Non mais là, le bruit, c'est incroyable, hein, je suis désolée. On dirait qu'ils sont en train de faire les travaux dans le jardin. Mais voilà, si les plants sont totalement attaqués, qu'ils sont morts, que les feuilles ne sont plus vertes, que les tiges aussi ne sont plus vertes, ça n'apportera plus rien aux fruits et ils pourraient commencer à pourrir puisqu'ils ne sont plus alimentés. Donc il faudra les récolter. Alors, salut Aurélia, voici mes questions. Quelle est la race de Kinou? Kinou est un boxeur, on dirait pas puisqu'il est tout fin et pas très grand, mais c'est un boxeur. Il a jamais éclaté comme les boxeurs le font normalement, mais c'est pas un mal puisque ça lui permet d'être en bonne santé. As-tu réussi à profiter de ta piscine car avec tout le travail que tu as en ce moment, que ce soit au niveau du potager des animaux et les vidéos que tu nous fais, ça doit faire beaucoup, non? J'ai quand même réussi à en profiter, mais quand j'entends profiter, je veux dire, je suis au jardin, j'ai chaud, je saute dans la piscine, je me refroidis 2 minutes, je ressors et je continue ce que je fais. Je me baigne pas, je barbote pas dans l'eau, je supporte pas ça parce que ça veut dire rien faire et quand on fait rien, on s'ennuie. Moi, ça m'ennuie la piscine. Renaud et moi, on est pareil. On rentre, on se rafraîchit, on ressort. Ça sert vraiment à ça. Alors, tu as dit dans ta dernière vidéo à quelqu'un que les cailles que tu avais viennent manger et boire régulièrement. Pourquoi tu ne les attrapes pas? Parce que je n'y arrive pas. Est-ce que tu comptes toujours prendre des cochons malgré le traumatisme que tu as eu la dernière fois? Oui, je l'ai déjà dit. Si tu prends des nouvelles pondeuses, ça veut dire que tu vas garder tes anciennes ou les tuer pour les remplacer? Non, les pondeuses que j'ai actuellement, je les conserverai pas, mais il faut dire qu'il me reste 7 poules. Harry, c'est ma petite poulette, je l'adore, je la garde. Mes Araucana, bien évidemment, je les garde. Et je vais garder ma Sussex. Donc, au final, les seuls qui ne vont pas rester, c'est ma Justine, connue, et mes 2 poules noires, les Gigi. Est-ce que Renaud est motivé pour réparer ta Renault Mégane ou compte-t-il aller chez un garagiste? Ah, ben on a trouvé un garagiste, maintenant il faut qu'il ait le temps de la prendre et qu'on puisse la tracter jusqu'à là-bas. Bonjour, je souhaiterais commencer mon potager, mais vu la saison et les chaleurs tardives que nous avons, j'habite en Charente-Maritime, je ne sais pas quoi semer. Merci pour tes conseils, toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Alors, merci Marion. Donc, ne sais pas quoi semer. En cette saison, on peut semer. Tu peux toujours semer des haricots nains. Je dis ça, il faut être optimiste. Mais je pense qu'on va avoir quand même une arrière-saison assez belle. Donc, tu peux semer des haricots nains. Tu peux semer des radis, de la laitue, de la mâche, de la roquette, des épinards,
des côtes de blettes, des choux, quoi d'autre? Il y a plein de légumes comme ça, et tout ce qui ne prendra pas trop de temps de croissance. Les choux, etc. prennent pas mal de temps pour la croissance, mais c'est des légumes d'hiver, donc il n'y a pas de problème. C'est la bonne période pour les semer. C'est vraiment, là c'est d'ailleurs le dernier moment pour les semer si on veut les mettre en terre, de façon à pouvoir les récolter à partir du mois de février. Fin janvier-février. Mais il y a quand même énormément de légumes qui peuvent être semés maintenant. Il n'est pas impossible en semant des courgettes aujourd'hui que tu puisses aussi en récolter un petit peu. Donc ça vaut le coup. On peut semer aussi des poireaux. Arrivé à l'automne, tu pourras planter de l'ail, des oignons et des échalotes. Voilà, il y a quand même pas mal de légumes, donc tout ce qui est légumes feuilles, légumes racines, à part les carottes, là il est un peu tard, mais à voir, hein, ça vaut peut-être le coup de les planter, puisqu'on peut plus se projeter, vu que le climat est quand même assez particulier, on n'arrive plus à se projeter, donc ça vaut le coup de faire des essais. De toute façon, faire des essais, ça fait, oui, on a de la perte au niveau des graines, parce que si ça germe pas, parce que si ça ne donne pas, au final, on aura dépensé des graines pour rien. Mais si jamais ça fonctionne, le bénéfice est bien plus important que la perte. Donc ça vaut toujours le coup d'essayer. Je viens de changer la batterie. Comptez-vous déménager? Oui, on compte toujours déménager, on surveille toujours les propriétés à vendre. Mais voilà, le fait est que c'est pas forcément évident, parce que même si ici la maison, pour donner une idée, à l'époque, il y a 7 ans, quand on l'a acheté 150 000. Aujourd'hui, la maison, elle en vaut facilement 330 000. Mais c'est notre seul avoir pour le moment. Et donc, c'est pas évident de trouver une autre propriété qui soit forcément mieux que celle-là. On trouve avec de la terre, mais on veut pas se retrouver avec une propriété, certes, où on a de la terre, mais avec du bâti en ruine, où on n'a pas de puits, où on n'a pas de possibilité de faire ce qu'on veut faire et d'avoir ce qu'on a aujourd'hui en infrastructure, parce que cette maison est quand même assez exceptionnelle, et partir pour avoir moins bien mais de la terre, c'est pas forcément le but. On a des visites de prévues début septembre, qu'on va voir, pour des ventes aux enchères, mais bon, j'ai très peu d'espoir quant au fait qu'on sorte, qu'on enchérisse sur ces propriétés. En tout cas, du moins pas la première que l'on va visiter, je pense pas qu'on en enchérira. Mais bon, à un moment, il faut se bouger si on veut les choses, donc on va y aller, on va quand même aller voir, ça coûte rien. Si on enchérit, ça coûtera quelque chose, quand bien même qu'on ait l'enchère ou pas. Donc c'est à ça qu'il faut bien réfléchir quand on fait des ventes aux enchères. Mais bien sûr, on ne cherche pas absolument une vente aux enchères. Si on trouve une bonne affaire aux enchères, tant mieux. Si on trouve une bonne affaire hors enchères, tant mieux aussi. Donc oui, on compte toujours déménager, on cherche activement, et j'espère qu'on aura déménagé avant qu'ils nous imposent une taxe sur la plus-value des résidences principales. Pour ceux qui sont propriétaires, sachez que c'est dans les tuyaux. Et dans un an, aujourd'hui c'est hallucinant d'entendre ça, dans un an ce sera la réalité. Donc avec le gouvernement actuel, tout va très vite, ça va de plus en plus vite. Donc voilà, pour rembourser apparemment la dette du Covid, ils souhaitent taxer les plus-values des résidences principales et augmenter la taxe sur les plus-values des résidences secondaires. Donc pour ceux qui ont des biens à vendre, ça va être le bon moment. Ça va être le moment aujourd'hui. Il va pas falloir trop attendre. C'est pour ça qu'on commence à se mettre un peu plus la pression avec Renault. Vas-tu faire de la reproduction de poules ou de canards en pure race? Pas pour le moment. Si on déménage et qu'on a plus de place, oui, car là je pourrais faire des enclos et ne pas mélanger les différentes races. Et pourquoi pas faire de la reproduction. Mais après, si c'est pour les vendre, je sais pas si vendre de la volaille, ça m'intéresserait vraiment. Salut, je vais monter mon poulailler pondeuse. Que penses-tu de poules de réforme pour commencer? Merci. Alors, les poules de réforme, ça va dépendre de l'âge qu'elles ont. Si elles ont 3 ans, vos poules de réforme, elles ont déjà perdu 50% de leur ponte. En fait, elles vous coûteront moins cher, certes, à l'achat, les poules de réforme, mais dans la mesure où elles vont consommer autant de grains qu'une poule qui commencera sa ponte et qui sera au maximum, vous allez dépenser plus d'argent en grains pour avoir moins d'œufs. Donc il faut voir, parce que pour moi, c'est pas forcément plus rentable de passer par des poules de réforme. Bonjour, j'ai des chenilles sur mes choux. Puis-je donner les chenilles à mes poules? Donnez-leur, vous verrez si elles s'en régalent. Les poules, de toute façon, elles sont intelligentes, elles savent ce qui est bon pour elles. Vous leur donnez, si elles n'en mangent pas, c'est qu'elles n'en veulent pas, c'est ou c'est mauvais pour elles, ou ça ne les intéresse pas. Mais elles n'iront pas se jeter sur quelque chose qui pourrait potentiellement les empoisonner. Les poules sont très intelligentes, dans la nature, elles n'attendent pas que les hommes soient là à leur dire ce qu'elles doivent manger ou non. Donc, vous leur tendez les chenilles et vous voyez si ça les intéresse.
Je viens de déménager, je commence mon potager, je fais des bandes désherbées et je sème. Qu'en penses-tu? Je voudrais commencer un poulailler. Quelle est la meilleure quelle époque est la meilleure? Pardon. Alors, je fais des bandes désherbées et je sème, oui, très bien. Par contre, je vous conseille pour vous éviter un trop gros travail, c'est si vous voulez désherber, de désherber toute la zone et même celle où vous allez circuler. Car si vous laissez trop d'aller en herbé, vous allez avoir très rapidement les herbes qui vont se répandre sur vos zones qui sont à nu et où vous avez fait vos semis. Ça risque d'être un peu plus problématique. Vous pouvez très bien mettre du paillage, vous pouvez très bien mettre des bâches pour vous faciliter le travail. Le paillage va bien maintenir l'humidité au niveau du sol, va contribuer à le nourrir aussi. Ça peut être une bonne solution, sachant que si le paillage c'est du foin, ça vous apportera des graines et donc ça fera pousser des herbes aussi. Donc ça, il faut de toute façon faire des essais et voir ce qui vous convient le mieux en fonction de votre type de sol, en fonction de comment vous voulez travailler votre jardin et le temps que vous voulez passer dedans. Je voudrais commencer un poulailler, quelle époque est la meilleure? Alors quelle époque, il n'y en a pas vraiment. Le seul moment où je dirais qu'il faut éviter, c'est durant les grosses chaleurs, parce que là vous allez devoir aller chercher les poules, les transporter dans des cartons, les ramener chez vous. Avec de grosses chaleurs, c'est pas forcément l'idéal, les poules supportent assez mal la chaleur, elles supportent bien mieux le froid, mais hormis période de grosse chaleur, vous pouvez démarrer un poulailler quand vous voulez, il n'y a pas de mauvaise et de bonne période. Ah. Bonjour, combien vous avez de poules pondeuses? Eh bien, en ce moment, j'en ai plus que 7. Mais ça devrait changer puisque j'ai 2 poules qui couvent. Ouais, bon, de toute façon, même s'il y a quelques commentaires peut-être qui sont passés à l'as, la vidéo, là, déjà, va être très longue. Je suis désolée, désolée. Ça va être vraiment long. Je pense que c'est ce genre de questions-réponses, finalement, ce sera peut-être plus adapté à des lives. Finalement, ouais, ça risque d'être mieux en live qu'en faisant des vidéos comme ça. Mais bon, là, c'était en attendant le live de fin septembre. Et pour information, je prends une semaine de vacances. Enfin, quand je dis vacances, je reste ici, hein, évidemment. Mais je prends une semaine. Ça va être la 3e semaine de septembre. Je vous le confirmerai. J'ai un ami que j'ai pas vu depuis 3 ans qui vient à la maison pendant une semaine, donc je vais profiter du moment où il est là pour ne pas filmer, pour faire une petite pause. Ça fait plus d'1 an maintenant que je poste des vidéos tous les 3 jours. Mine de rien, le temps passe vite. Donc je vais prendre une semaine, ce sera ma petite semaine de repos dans l'année et je vous confirmerai ça bien évidemment et je pense qu'au retour, je ferai le live. En tout cas, merci à tous si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'alors ça devait être long. Et je souhaite tous vous remercier. D'ailleurs, je souhaite faire un petit message aux abonnés Patreon. Merci beaucoup ces derniers temps. Il y a eu beaucoup plus d'abonnés. Donc, c'est vraiment... merci pour votre engouement. Je suis très contente. Et ça me fait plaisir aussi de pouvoir discuter avec les personnes qui... directement par message avec vous, c'est toujours un plaisir, voilà, et en plus de pouvoir recevoir des photos, des vidéos de vos élevages et de vos cultures, c'est vraiment sympa de voir ce que font les autres. Donc je souhaitais remercier tous ceux qui sont abonnés sur Patreon récemment, il y a eu beaucoup plus d'abonnés, donc c'est génial, merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, et je sais que pour certains, les volailles vous manquent, vous les verrez dans la prochaine vidéo.